Adeptes de la grande toile, bonjour. Si je vous dis cyberpunk, Japon et Tetsuo, vous allez être nombreux à penser à Akira, le monument de Katsuhiro Otomo. Mais certains auront aussi en tête l'œuvre de Shinya Tsukamoto, réalisateur culte qui, avec beaucoup d'énergie, d'inventivité et à peine 2 yens en poche, met en scène ses visions cauchemardesques depuis plus de 3 décennies. Pourtant, le film qui nous intéresse aujourd'hui est assez éloigné de l'univers urbain et anxiogène qui a fait sa réputation, puisqu'il s'agit de Hiruko the Goblin, qui est souvent considéré comme une parenthèse dans son œuvre, une simple commande impersonnelle, voire même son vilain petit canard pour certains. Bon, alors c'est vrai que c'est l'une de ces rares œuvres dont le spectateur ne sort pas complètement sonné. Il s'agit même de son film le plus mainstream, mais ce n'est pas un défaut en soi, et d'ailleurs le cinéaste ne le renie pas du tout. Bien au contraire, il l'estime tout autant que ses œuvres plus radicales. Car si Hiruko semble très différent du reste de sa filmographie, il s'agit pourtant d'un authentique film de Shinya Tsukamoto. Nous allons donc voir comment le réalisateur de Tetsuo a passé avec brio le cap de la commande de studio tout en y infusant sa personnalité atypique. En 1989, la sortie de Tetsuo au Japon et dans divers festivals internationaux fait l'effet d'une véritable bombe. Tourné sur 2 ans en 16 mm noir et blanc avec des bouts de ficelle, ce long métrage narrant la transformation d'un cadre tokyoïte en machine sous un jour cauchemardesque et déjanté impose son réalisateur Shinya Tsukamoto comme un artisan majeur du cyberpunk sur grand écran, ce qui lui vaut la reconnaissance de personnalités aussi diverses que William Gibson, Clive Barker, Trent Reznor, Quentin Tarantino, Ian Kounen ou Stan Winston, mais également d'être considéré comme l'un des chefs de file du nouveau cinéma japonais, notamment indépendant. Mais bien qu'auréolé de cette soudaine notoriété, Tsukamoto préfère ne pas se reposer sur ses lauriers. Pour son film suivant, il préfère tenter l'aventure des studios en répondant à une commande de la Shochiku, l'une des plus anciennes et prestigieuses compagnies de cinéma japonais, dont le nom reste étroitement lié à Yasuhiro Ozu qui y signa ses plus grands classiques. Le producteur Koji Tsutsumi confie donc à Tsukamoto l'adaptation d'un manga de la série Yokai Hunter de Daijiro Morooshi, qui raconte l'histoire de Ieda, un professeur d'archéologie qui tente de prouver l'existence des yokai, ces esprits et démons issus du folklore local, auprès de ses collègues l'ayant radié de l'association d'archéologie japonaise. Dans un premier temps, c'est Tsutsumi qui pose les bases de l'histoire avant que Tsukamoto ne se charge du scénario. Production de studio oblige, le réalisateur délaisse la majorité des postes qu'il occupait sur son précédent long métrage, sur lesquels il faisait à peu près tout et même l'acteur. Il reste tout de même crédité au montage, qu'il signe avec Yoshitani Kuroiwa, qui a l'avantage d'avoir travaillé aussi bien avec le talentueux Kihachi Okamoto que sur des grosses productions gorgées d'effets spéciaux comme le retour de Godzilla et Gunhead. Côté casting, c'est Kenji Sawada, acteur populaire de l'époque ayant tourné pour Kinji Fukasaku et Paul Schrader, qui hérite du rôle principal. Et il est secondé par le jeune Masaki Kudo. Comme le manga dont il est issu, Hiruko the Goblin nous propose donc de suivre l'archéologue Ieda Reijiro dans ses aventures. Cependant, loin de succomber à la tentation du film à franchise tel qu'on l'imagine aujourd'hui, Tsukamoto propose une intrigue qui se suffit amplement à elle-même et qui apporte un enjeu émotionnel à son personnage principal. En effet, au début du film, notre archéologue reçoit une lettre de son beau-frère, Takashi Yabe, un professeur de lycée ayant découvert une tombe antédiluvienne censée emprisonner des yokai. Une fois sur place, Ieda découvre que son beau-frère a disparu avec l'une de ses élèves, Tsukushima Reiko. Durant ses recherches, Ieda va faire la rencontre de Masao, le fils de Yabe, qui glandait avec ses amis dans l'école de campagne déserte qui surplombe la tombe du démon Hiruko. S'ensuit une série d'événements qui vont pousser Ieda et Masao à s'entraider pour retrouver la trace de Yabe, tout en tentant de survivre aux assauts de Tsukushima, devenu un monstre arachnéen à visage humain. Ce qui frappe de prime abord avec Hiruko the Goblin, c'est qu'il semble trancher radicalement avec le précédent film de Tsukamoto. Et oui, Tetsuo était un véritable objet filmique non identifié, reposant sur un canevas minimaliste centré sur la métamorphose de son personnage. Le film, accumulant les effets agressifs, avait pour but de créer une expérience sensitive viscérale pour le spectateur. Mais Hiruko the Goblin apparaît beaucoup plus traditionnel. Le scénario est bâti sur des personnages archétypaux et une montée du suspense on ne peut plus classique. La couleur et le 35 mm tranchent avec le noir et blanc granuleux du 16 mm de Tetsuo.
Quant à l'horreur, l'imagerie sadomasochiste métallique faite de briques et de brocs laisse place à des monstres mythologiques créés avec des effets spéciaux de pointe. En clair, tout ce qui permettait à Tsukamoto de se distinguer du tout venant de l'époque semble avoir disparu. Bon alors de là à dire que ce dernier n'était qu'un simple exécutant sans aucune marge de manœuvre, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons bien évidemment pas. La réalité, c'est que Shinya Tsukamoto a vu en Hiroko the Goblin une manière de parfaire son apprentissage cinématographique. Ainsi, il a eu recours à une méthodologie de travail beaucoup plus professionnelle et des moyens plus importants, tout en injectant ses obsessions personnelles. D'ailleurs, du propre aveu de Tsukamoto, le studio l'a globalement laissé tranquille, et il garde de l'expérience un bon souvenir encore aujourd'hui. Comme nous l'avons vu précédemment, la différence majeure avec Tetsuo et les films suivants du réalisateur, c'est la présence d'une équipe professionnelle qui l'oblige à déléguer la responsabilité de certains postes. A ce titre, il est important de rappeler que l'une des principales qualités d'un cinéaste est bien de savoir s'entourer et d'arriver à transmettre sa vision aux différents départements artistiques. À la manière d'un chef d'orchestre dirigeant ses musiciens, le cinéaste se doit d'être à l'écoute de son équipe qui enrichit également l'œuvre. C'est justement ce travail d'équipe qui a permis au réalisateur d'y mettre sa patte. L'un des atouts majeurs du film étant sans conteste les effets spéciaux que l'on doit à trois grands noms: Eiichi Asada, un habitué des films catastrophes et des kaiju eiga, Takashi Oda, qui s'est chargé de concevoir les impressionnantes créatures et dont il s'agissait du premier travail d'ampleur sur un long métrage, et enfin Etsuko Egawa, qui lors de son séjour d'études aux États-Unis fut particulièrement marqué par les travaux de Rick Baker sur Le Loup-garou de Londres, un film qui sera à l'origine de sa vocation de maquilleuse et dont nous avons déjà parlé dans ce ciné-club. Cette passion lui a permis de travailler sur quelques productions dont vous avez sans doute déjà entendu parler, avant de rentrer au Japon et de s'imposer comme l'un des grands noms de l'industrie locale. Ce trio d'artistes joue ingénieusement sur deux tableaux, notamment en variant les effets en fonction des scènes. Les plans plus rapprochés où les détails de la créature sont visibles nécessitent des animatroniques, tandis que ceux plus éloignés et relativement furtifs utilisent la stop motion. Et cette optimisation des effets visuels se répercute aussi sur la narration. Chaque apparition de la créature est l'occasion d'une évolution de son mode opératoire. On passe de la suggestion à l'attaque au sol avant de s'envoler dans les airs, jusqu'au grand final avec l'apparition de plusieurs monstres dans un environnement gigantesque. Le but est que le spectateur soit surpris à chaque apparition sans jamais que les effets ne paraissent redondants. Bon ok, mais l'apport de Tsukamoto dans tout ça? Eh bien c'est justement dans ce souci de faire de Tsukushima un authentique personnage, y compris sous sa forme monstrueuse, que l'on retrouve la patte du cinéaste de Tetsuo. Notamment en jouant sur les contrastes entre un visage tout droit sorti du théâtre kabuki et sa monstruosité physique. Ainsi, chacune de ces apparitions sont un mariage entre beauté et horreur. Bien qu'étant adapté d'une série de mangas des 70s abordant le folklore nippon, Hiroko the Goblin s'inscrit dans la lignée des productions mainstream des années 90. Dans notre épisode sur Final Fantasy VII, nous vous avions parlé de la manière dont le cinéma américain avait infusé le jeu vidéo japonais. Eh bien, c'est un constat que l'on peut également appliquer à l'ensemble de la pop culture nippone des années 80-90, cinéma compris. Par exemple, la franchise Godzilla, dont nous avons déjà longuement parlé, ne se privait pas d'emprunter certains éléments au plus grand succès du moment. Make my day. Quant au film qui nous intéresse aujourd'hui, il est très difficile de ne pas penser à d'autres chasseurs d'esprit renvoyés de leur fac. Comme nos célèbres Ghostbusters, Ieda va avoir recours à toute une série de gadgets pour détecter et venir à bout des monstres. Par ailleurs, le jeu de cache-cache avec la créature n'est pas sans rappeler l'intervention de l'équipe new-yorkaise au Sedgwick Hotel. L'autre emprunt évident est la version arachnéenne de Tsukushima qui renvoie à la créature de The Thing de John Carpenter. Mais encore une fois, c'est l'approche du réalisateur qui fait toute la différence. Le matériel de Ieda, fait de briques et de brocs, est dans la lignée des organismes mécaniques de Tetsuo, où l'accumulation de divers matériaux donnait naissance à une création d'un nouveau genre. Mais là où le réalisateur va s'avérer particulièrement ingénieux, c'est dans sa manière de réemployer des éléments de cinéaste l'ayant profondément marqué. En premier lieu, James Cameron, auquel il reprend plusieurs figures d'aliens, comme le signal sonore exponentiel, ou l'attaque sous une lumière rouge, mais avec des gars sur un vélo à la place de Space Marines. Sans oublier le serpent de mer d'Abyss que l'on retrouve à la fin sous la forme d'un collage poétique à la Nobuhiko Obayashi. Bon, par contre, c'est pas les mêmes moyens. On retrouve également l'influence de cinéastes locaux de manière plus transversale, comme Akira Kurosawa à travers l'importance accordée au gros plan regard face caméra, ainsi que dans l'utilisation théâtrale de la couleur à des fins dramatiques, comme sur Dodeskaden ou Kagemusha. Dans tous les cas, Tsukamoto n'utilise pas ce référentiel comme une fin en soi, mais comme un outil qu'il refaçonne à sa manière pour nourrir sa création, ce qui était déjà le cas dans Tetsuo. Cependant, s'il y a bien une œuvre dont Hiroko the Goblin est un véritable miroir, c'est le Evil Dead 2 de Sam Raimi. Les recherches archéologiques, Yabe Tsukushima propulsé dans les airs,
l'amour du protagoniste devenu un monstre au visage de cire, Hello, lover. l'horreur grand guignolesque, la tronçonneuse, etc., etc. Tsukamoto réinvestit toutes ses figures pour les faire siennes, notamment la caméra vivante, beaucoup plus frénétique dans Hiruko the Goblin. Dans le même genre, si Ash William renvoyait à Charlie Chaplin ou à Buster Keaton, Ieda et Masao font écho à d'autres stars du burlesque, Laurel et Hardy, c'est-à-dire un binôme complémentaire dans leur maladresse. Ces correspondances ne sont pas si surprenantes, tant les débuts du réalisateur japonais ne sont pas si éloignés de son confrère Sam Raimi. Par exemple, tous deux ont vécu leur premier long métrage comme une expérience douloureuse, qui leur a cependant permis de renouer avec le langage du cinéma des origines via une approche viscérale du découpage. Mais Hiruko the Goblin est également l'occasion pour Tsukamoto de renouer avec l'un de ses premiers travaux, les aventures de Denshu Kozo. Un moyen métrage dans lequel un adolescent timide avec un poteau électrique dans le dos se retrouve propulsé dans un futur post-apocalyptique dirigé par un gang de punk vampires souhaitant créer un monstre mi-humain, mi-machine pour dominer le monde. Ouais, normal quoi. On retrouve dans cet essai de nombreux éléments que nous venons d'aborder, notamment l'influence de James Cameron, Nobuhiko Obayashi, sans oublier Sogo-ichi, grand nom du cinéma punk japonais. Il y a également le jeu sur les couleurs, une caméra sans cesse en mouvement, le recours à la pixelation et à l'animation, ainsi qu'une imagerie associant sexualité et mécanique. À tel point que l'on peut voir les deux premiers longs métrages de Tsukamoto comme une façon d'approfondir les thématiques à l'œuvre dans cet attachant essai, que ce soit de manière stylistique pour Tetsuo ou narrative pour Hiruko the Goblin. Dans ce dernier, on retrouve une approche romantique très enfantine, un duo comique fonctionnant sur une dynamique maître-élève, ou de l'horreur qui s'immisce dans le quotidien le plus banal. Par ailleurs, à l'instar du poteau électrique de Denshu Kozo, Masao a les visages des victimes gravés sur son dos. Mais en plus de renvoyer à Denshu Kozo, Hiruko the Goblin est selon les propres dires du cinéaste une façon de revenir sur ses toutes premières œuvres, des films de monstres tournés en 8 mm lorsqu'il était enfant. On pourrait donc dire que la réalisation de ce film d'horreur traditionnel est d'une certaine façon la concrétisation d'un rêve de gosse. Dès lors, il devient très difficile de réduire Hiruko à une simple commande impersonnelle. Je trouve ça amusant d'entendre les gens dire qu'Hiruko n'est pas un film typique de Tsukamoto, parce que l'intrigue et l'atmosphère sont très proches de mes travaux en 8 mm. Si vous regardez tout ce que j'ai fait, dont Hiruko, alors c'est Tetsuo l'exception, pas Hiruko. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'une des premières choses qui sautent aux yeux lors du visionnage est la mise en scène beaucoup moins expérimentale, viscérale, agressive et radicale que sur Tetsuo et la plupart des travaux de Tsukamoto à venir. Cependant, Hiruko the Goblin ne délaisse pas pour autant l'énergie hyperkinétique et les figures de style propres à son auteur. En revanche, ses choix visuels s'intègrent dans un découpage plus classique et ne sont pas justifiés de la même façon. Prenons par exemple le travail sur la couleur. Selon les propres dires du réalisateur lors d'une interview pour la revue HK Orient Extreme Cinéma, le choix du noir et blanc sur Tetsuo venait de la nécessité de faire quelque chose de simple et puissant, pouvant restituer l'aspect physique du fer. Et si Tetsuo 2 et Tokyo Fist proposent une forte dominante de couleurs complémentaires bleu et orange, le but était, je cite, de travailler la question du corps et de la ville, d'aborder le conflit entre le clinique, le stérile et l'organique. On est donc sur une palette purement symbolique, visant à faire passer des impressions personnelles sur la ville. Mais Hiruko the Goblin ne fonctionne pas exactement de la même façon. Alors certes, cette scène joue sur des contrastes violents. Un éclairage rouge particulièrement agressif s'oppose à la teinte bleutée de l'ensemble, mais aussi au vert de la nature magnifié quelques minutes plus tôt. Sauf qu'ici, le choix des couleurs n'a pas pour but de traduire visuellement l'essence du propos, mais de renforcer l'atmosphère horrifique de la scène. On est donc davantage dans une approche classique d'artisan de studio dont les choix plastiques visent l'efficacité dramatique. Et d'ailleurs, cette lumière rouge est justifiée intradiégétiquement. Elle est émise par la lampe du radar de Ieda. Si Hiruko the Goblin ne met donc pas de côté la violence stylistique chère à Tsukamoto, on la retrouve sous une autre forme, avec une intention de base plus ludique. On pourrait certes y déceler un propos sur la nature, magnifique et indifférente des horreurs qui se déroulent en son sein, mais le cinéaste avoue ne s'être intéressé à cette problématique que bien plus tard, à l'occasion de Fires on the Plain, son traumatisant film de guerre. Sur Hiruko the Goblin, la notion de contraste sert davantage à décupler l'efficacité de la narration qu'à exprimer une vision du monde. Tsukamoto cherche à jouer avec les attentes du spectateur, le prendre parfois à contre-pied, et ainsi rendre son rail de d'épouvante le plus efficace possible. À ce titre, on pourrait mentionner certaines séquences qui jouent non sans humour du décalage entre un cadre doux, bucolique, voire idyllique, et une horreur ouvertement grand guignolesque. Le film joue à diverses reprises sur la rupture de ton. Alors bon, c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma japonais contemporain, mais assez peu dans l'œuvre de Tsukamoto.
Ainsi, dans Hiroko the Goblin, se superposent des séquences d'attaques de créatures hystériques avec des instants dramatiques, lesquels font preuve d'une sobriété et d'une pudeur assez peu courantes chez Tsukamoto. Ce genre de séquence tranche avec l'humour grand guignolesque du film et démontre la volonté du cinéaste de traiter son histoire au premier degré, voire même d'y infuser une forme de mélancolie. La rupture et l'opposition passent également par le rythme du montage. S'il est vrai que le cinéma de Tsukamoto s'est ménagé quelques rares instants d'apaisement, de brèves instantanés poétiques fonctionnant comme des bulles d'oxygène pour le spectateur, on peut affirmer qu'il n'a rarement, voire jamais poussé cette logique aussi loin que dans Hiroko the Goblin. En effet, le film se montre très énergique, mais se permet des pauses contemplatives nous permettant d'admirer un cadre bucolique qu'on croirait tout droit sorti d'une production Ghibli. Cette tendance à la contemplation peut également survenir lors de séquences chargées d'imagerie grotesque et monstrueuse, diffusant une poésie étrange et macabre, elle aussi porteuse d'une certaine mélancolie. Et à nouveau, on retrouve là l'idée d'un contraste. Cette douceur inhabituelle se retrouve aussi dans la bande originale, composée par Tatsushi Umegaki. Par exemple, cette dernière est bien plus mélodique que les blocs de puissance brute en forme de rouleau compresseur Indus composés par feu Shu Ishikawa sur les autres films de Tsukamoto. On peut donc dire que chez le réalisateur de Tetsuo, les choix artistiques s'adaptent au contexte. Ici, le cadre d'une épouvante pastorale diffère fortement des cauchemardesques labyrinthes urbains de ses autres films, dans lesquels l'ensemble du travail rythmique, cinématique, visuel et sonore a pour but de plonger le spectateur dans la psyché torturée d'êtres dévitalisés en quête de violence régénératrice. Un des principaux aspects que Hiroko the Goblin partage avec le reste de l'œuvre de son auteur est un goût très prononcé pour le grotesque, la monstruosité, les excroissances et les modifications corporelles. Il faut bien sûr entendre grotesque dans le sens nippon du terme, prononcé Guru Tesuku, qu'on pourrait définir comme bizarre, avec une sensation mauvaise, étrange au point d'en être déplaisant. Mais comme nous l'avons déjà vu, l'imagerie grotesque présente dans Hiroko n'est pas constitutive d'un propos métaphorique sur l'aliénation urbaine, mais s'inscrit dans un folklore typiquement japonais, les yokai. Ces innombrables créatures qui dans certains cas affichent une apparence extrêmement bizarre, hideuse et malsaine. Les yokai présentes dans le film sont d'ailleurs une variante du Jorogumo. Une chose est sûre, la fascination que ces monstres exerçaient sur Tsukamoto lorsqu'il était enfant ne l'a jamais quitté. Mais c'est bel et bien dans Hiroko the Goblin qu'elle apparaît sous sa forme la plus pure, car délaissant quelque peu la dimension métaphorique présente dans le reste de son œuvre. Ainsi, en abordant frontalement la figure du yokai, le cinéaste rejoint un vaste pan de la pop culture japonaise, dont le plus illustre représentant est le mangaka Shigeru Mizuki, probablement l'auteur qui a le plus contribué à inscrire ces créatures mythologiques au fer rouge dans la culture populaire nippone contemporaine. Hormis la monstruosité, s'il y a une thématique récurrente chez Tsukamoto que l'on retrouve dans ce film de commande, c'est bel et bien l'épreuve de la douleur et de la mort. Masado et Ieda sont menés à revivre un traumatisme, son inéluctabilité, et à faire le deuil d'un amour perdu afin de pouvoir avancer. Dans Hiroko, comme dans les autres films du cinéaste, le fait de frôler la mort ne peut s'accompagner que d'une souffrance extrême, laquelle aboutira à une renaissance. Et oui, chez Tsukamoto, le héros ne parvient à se sentir en vie et en paix qu'après avoir fait l'expérience d'une douleur physique très intense. Cette transcendance par la souffrance s'accompagne souvent de déformations tout aussi extrêmes. Il est évident qu'on trouve dans le cinéma de Tsukamoto une fascination, une sorte de fétichisme pour la souffrance physique. Tout comme le fait que ce discours masochiste sur le dépassement de soi évoque l'œuvre de l'écrivain controversé Yukio Mishima. Mais bon, comme c'est un sujet qui a été maintes fois abordé, nous allons donc le laisser de côté pour cette fois-ci. Sorti le 11 mai 1991 sur le territoire japonais, puis nominé au prix du meilleur film au festival Fantasporto l'année suivante, Hiroko the Goblin fit bien moins parler de lui que son prédécesseur. Cependant, cette commande a permis à Tsukamoto de boucler la boucle vis-à-vis de ses premiers travaux et de retourner vers le cinéma indépendant avec l'expérience d'un cinéaste de studio. Mais cet exercice de style réussi ne restera pas son seul et unique film de studio. 8 ans plus tard, il adaptera Gemini, une nouvelle d'Edogawa Rampo, maître du grotesque et créateur du genre Eroguro. Et oui, comme ces héros torturés, Shinya Tsukamoto sait parfaitement s'adapter, se métamorphoser afin d'imprimer sa forte personnalité sur ses films, quel que soit le genre ou le budget. Hiroko the Goblin ne fait évidemment pas exception, et on vous invite à le découvrir ou à le redécouvrir, ainsi que le reste de l'œuvre de Shinya Tsukamoto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Vous pouvez également nous soutenir financièrement sur Tipeee ou en souscrivant à notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, on en profite pour dire un grand merci à tous ceux qui nous permettent de continuer à faire vivre notre modeste chaîne YouTube. A bientôt!